je vous propose d'enchaîner sans transition sur du code, c'est-à-dire que je vais remettre ma casquette développeur offerte par Langchain. Alors, je ne suis pas payé par Langchain, ils m'ont juste envoyé un t-shirt, mais c'est déjà bien. Donc, je vais vous parler vraiment de développement parce qu'on a beaucoup parlé précédemment, finalement, de patterns de programmation, de recherche avancée. On a été dans ces domaines un peu conceptuels et théoriques. Et là, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de code, quoi, concrètement, à quoi ça ressemble un agent d'IA physiquement, quoi, visuellement. Et donc, pour ça, je vous propose de découvrir une technologie qui s'appelle Langchain, un framework open source qui s'appelle Langchain. Langgraph, Langsmith sont dans le même écosystème. Langchain, c'est le nom de la société et d'une partie, on va dire, de leur technologie. Donc, pour le format, je vous précise que là, on est sur un, si vous ne connaissez pas déjà, on est dans un notebook Python hein, dans Visual Studio Code. C'est-à-dire que c'est vraiment l'environnement de développement auquel sont habitués les développeurs Python, les data scientists typiquement. Et c'est un environnement de développement qui est assez intéressant pour concevoir un agent. C'est-à-dire qu'on fonctionne un peu par bloc, il y a une sorte de système de prise de notes et d'exécution de code par morceau qui vous permet comme ça d'itérer par étape. On va voir ça un peu dans la présentation. Donc du coup, pour bien comprendre ce rôle du développement et des frameworks de développement dans l'IA, je dois juste faire un petit rappel historique. Peut-être que certains connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent en débutant ou qui viennent se familiariser avec l'IA générative, ce sera tant mieux. Donc en fait, avant, c'est-à-dire il y a à peine 3 ans, quand on voulait faire de l'intelligence artificielle, il fallait qu'on crée un nouveau modèle pour chaque problème, voire pour chaque domaine. Et quand on avait un algorithme qui résolvait 2 ou 3 problèmes en même temps ou pour 2 ou 3 domaines, on était super content. C'est-à-dire c'était le deep learning typiquement qui permettait de faire ça, traduire en 3 langues avec un seul modèle, c'était extraordinaire il n'y a pas si longtemps. Donc si on voulait faire de l'analyse de sentiments sur du texte, de la traduction, de la classification, il fallait créer un nouveau modèle, il fallait entraîner, recommencer. Donc du coup, l'IA était dominée finalement par plutôt le monde de la data et plutôt par des ingénieurs en machine learning qui étaient les seuls à avoir les compétences pour créer ces nouveaux modèles et qui devaient travailler au quotidien pour tout le temps créer des nouveaux modèles. Ça a changé radicalement avec l'introduction de ce qu'on appelle, avec de l'IA générative, mais de ce qu'on appelle plus largement les modèles de fondation. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, on s'est aperçu que si on faisait des gros modèles qui prédisaient du texte, mais qu'on les faisait vraiment, vraiment super grands, d'un seul coup, ils se mettaient à être capables de résoudre plein de tâches en même temps, de traduire des textes en toutes les langues sans connaître la langue, de faire de l'analyse de sentiments, de faire tout un tas de choses. Voilà, c'est un mouvement de volume. Et c'est ce qui ouvre la voie à nous, développeurs, parce que maintenant, on peut utiliser ce modèle de fondation. On peut l'utiliser de manière directe, mais on peut l'utiliser dans un programme. Et c'est là où on va intervenir pour accomplir tout un tas de tâches. Donc il y a vraiment un empowerment, pour faire un anglicisme, des développeurs. Mais ce n'est pas si simple. Parce que par exemple, vous vous dites déjà quel modèle de fondation je vais choisir. Et ce n'est pas parce qu'on a des modèles génériques qu'il y a un seul modèle. Donc ça, c'est une cartographie à jour que j'ai pris sur une visualisation sur Internet des modèles il y a quelques semaines. C'est déjà complètement périmé, hein, c'est au moment où j'ai préparé la présentation. On n'y comprend rien. Si quelqu'un comprend les nomenclatures de OpenAI, par exemple, de modèles, ce serait bien de faire un talk là-dessus, parce qu'entre O1 mini, O3, O4, O5, on n'y comprend rien. Ou Claude qui appelle Opus le gros modèle, mais il rappelle Sonnet le nouveau gros modèle du futur, on n'y comprend rien. Donc ça, c'est un premier problème. On a quand même une multiplicité de modèles de fondation, et c'est difficile de choisir au démarrage d'un projet, et voilà, c'est un peu compliqué. Et puis plus généralement, en fait, quand on utilise un modèle de fondation directement, on obtient ça. Donc ça, c'est une métaphore de l'interface de ChatGPT, surtout avant qu'ils prennent en compte les documents, par exemple. Enfin, sans documents, quand on chattait directement, c'était à peu près ça qu'on faisait, quoi. On avait un outil absolument formidable, mais avec une capacité d'utilisation qui est, je tape dans une barre de chat, c'est pas très utile finalement. Donc du coup, quand on va avoir du code, quand on va créer du code, notre but, ça va être de créer l'avion qui manque dans cette image tout autour de notre moteur LLM. Donc très concrètement, comment on fait ça? Avec quelle technologie? Évidemment, avec des frameworks. Hein. Je vous rappelle que je viens de l'écosystème JavaScript. Je ne peux pas écrire une ligne de code si je n'ai pas commencé par installer 10 000 lignes de framework et une centaine de dépendances. Donc premier réflexe, quand je passe sur l'IA, j'installe un framework qui s'appelle Langchain.
Donc LangChain, pour vous montrer un bout de code, bon, on va commencer dans l'ordre sur la configuration. Ça, c'est l'installation. Donc, on est sur un outil de code. Là, j'utilise vraiment mon notebook, vous voyez, où je vais faire vraiment fonctionner par morceaux. C'est-à-dire ça, c'est une cellule où je vais installer, par exemple, mon programme. Et puis, quand je vais écrire un script, je vais créer une autre cellule. Puis, si je veux créer une variante, une autre cellule, ça me permet de cloisonner un peu mon raisonnement. Mais donc, en gros, j'installe tout ça et je me branche à mon LLM préféré. Ici, j'ai branché Mistral, par exemple. Je charge toutes mes clés d'API voilà, dans un fichier .env assez classique. Et ensuite, je vais pouvoir initialiser la connexion. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais vous avez peut-être des écrans pour voir un peu ça. Je vais initialiser un modèle en disant je vais me connecter à CodeStral, par exemple. C'est-à-dire je vais me connecter à un modèle qui est plutôt bon dans la génération de code. Je vais me connecter à un assistant de code. Mon objectif là-dessus, ça va être de créer un assistant de code qui est encore meilleur. Donc peut-être aussi, c'est le moment de parler de la différence entre un développeur LLM et un développeur augmenté par les LLM, un vibe coder ou un développeur qui fait de la productivité. Là, on est vraiment en train de créer un nouvel agent. On est un développeur qui utilise des LLM pour créer de nouvelles solutions. Donc on peut être les personnes qui fabriquent ces outils, qui fabriquent Cursor, qui fabriquent Windsurf, qui fabriquent GitHub Copilot. Eux, ils doivent à un moment coder quelque chose, ils doivent coder un système un peu plus élaboré sur la base d'un LLM, et ben c'est exactement comme ça qu'ils vont le faire. Donc je me suis connecté à CodeStral et je vais essayer de faire mieux. Donc déjà, on a un premier bénéfice de LangChain, c'est que en fait, on a une fonction invoke pour invoquer notre LLM, et en fait, invoke, ça va servir à tout. Donc c'est-à-dire qu'on avait notre affreux tableau là avec une trentaine de modèles différents. Peu importe, on les branche dans LangChain, et on fait .invoke et hop, ça envoie un appel au LLM. Donc on a un bénéfice de standardisation, quoi, tout simplement, qui est assez courant sur les frameworks. Donc là, je l'appelle en lui disant de faire une blague. Alors attention, c'est CodeStral. Pourquoi LangChain est-il toujours à l'heure? Parce qu'il a toujours une chaîne de pensée pour résoudre les problèmes. Donc ça n'a aucun sens, c'est un modèle de code. Mais si je veux changer pour un modèle plus intelligent, fine-tuné pour faire de l'humour, eh ben je peux, le code ne change pas, je fais un invoke et ça fonctionnera. Et en fait, invoke, on va le retrouver à tous les étages, un peu tout le temps. Donc bon, ça c'est un appel direct, mais évidemment, déjà, première étape pour bien utiliser un LLM, vous allez faire du prompt engineering. Ce qu'on a dit, ce sont des modèles finalement qu'on spécialise à la volée en leur parlant, c'est ça la nouveauté. Donc LangChain va vous aider à faire du prompt engineering via un système de template. Par exemple, là, je lui donne un prompt system, le prompt qui permet de spécialiser le LLM en lui donnant un rôle. Donc les LLM modernes sont entraînés, sont optimisés pour prendre en compte ce rôle et le respecter autant que possible. Donc voilà, j'ai déjà un truc un peu plus élaboré où je lui donne un prompt system et je lui dis l'utilisateur va envoyer un user input, voilà, très simple, pour ensuite demander une tâche. Donc là, je lui ai dit que c'est un développeur conférencier qui va créer une présentation, qui va créer des slide decks. Et je vais lui demander, ensuite, ça va être mon entrée utilisateur plus spécifique, de générer une slide en Markdown à propos des avantages d'utiliser un framework au lieu de coder à la main. Donc je crée mon entrée en texte et j'invoque mon modèle avec mon prompt et les paramètres que je veux, par exemple en lui disant que ça va être à propos de LangChain et je lui donne l'entrée et j'obtiens ma petite slide en Markdown, qui n'a toujours aucun sens parce que je suis toujours en train d'utiliser CodeStral, qui est un modèle de code qui n'est pas considéré, je pense, de frontière, c'est-à-dire qui n'est pas à l'état de l'art de ce qu'on sait faire. Mais il me dit qu'un framework, ça réduit le temps de développement, ça permet de tester et optimiser le code. Je ne sais pas, ça dépend. Ça facilite les mises à jour, ça peut être vrai. Ça facilite le travail en équipe, ça c'est extrêmement vrai. Sur la standardisation, c'est quasiment le bénéfice majeur des frameworks, c'est la possibilité d'aller d'un projet à l'autre. Sécurité intègre des pratiques sécurisées? Non, pas du tout. LangChain voulait juste appeler un LLM. Les vulnérabilités des LLM sont très complexes et LangChain ne vous apportera pas de solution là-dessus. Ça pourrait être un autre sujet de mythe. Donc LangChain, il s'appelle Lang. Lang, on comprend parce que c'est des modèles de langage. Je vous rappelle qu'ils ont sorti le framework juste avant ChatGPT, c'était un mois avant. Donc ça précède ces modèles de langage. Mais pour les chaînes, c'est un peu plus surprenant. Donc on va voir pourquoi elles apparaissent, nos chaînes. Parce que le problème, c'est que invoque, c'est bien. Donc finalement, j'invoque un modèle sur un template de prompt que j'ai invoqué avec des paramètres utilisateurs et je vais récupérer ensuite, une fois que j'ai fait ça, je le mets dans une variable et je vais récupérer la variable.
On fait juste 2 étapes, on s'est retrouvé avec plus trop de lignes de code à mon goût, plus une imbrication. Donc à nouveau, je vais faire une référence au web, mais si vous venez de Node.js et que vous avez vu la lutte contre le callback hell ou la pyramide of doom, c'est un peu lourd d'avoir invoque qui invoque un truc. Et du coup, on ne peut pas dire que c'est un code très beau. Et l'intérêt d'utiliser un framework, c'est quand même généralement d'avoir une syntaxe qui est agréable et intuitive et optimisée. Donc même si j'ai mis du fluo, ça reste moche. Par contre, je vais vous montrer un truc beaucoup plus joli, c'est ce code. Ce code où on peut voir une chaîne. Donc c'est-à-dire un template de prompt qui est chaîné à un LLM, qui est chaîné ici à un parseur. Alors un parseur très simple, je récupère juste le texte de la réponse. Mais ça pourrait être récupérer du contenu XML dans la réponse. Par exemple, les modèles anthropiques, Claude, parle très bien XML. Vous pouvez lui mettre l'entrée dans du XML et lui dire de mettre le résultat qu'il veut donner dans du XML. Il le fait bien. Et vous savez, quand ils se mettent à blablater au début en disant « voici la réponse en étant trop poli », vous pouvez un peu extraire, enlever cette partie-là, récupérer juste votre donnée avec un parseur. Et ça, vous l'écrivez finalement en une ligne de code. Et donc, c'est là qu'apparaissent ces fameuses chaînes qui font un peu la réputation de ce framework. Et comme exemple, là, j'ai mis l'appel d'une chaîne. Alors, non pas avec invoke, mais avec stream, c'est-à-dire que LangChain me permet de gérer facilement le streaming. Ça, à nouveau, un avantage de cette standardisation, parce que les streams, les générateurs en programmation, c'est généralement assez lourd à coder, pas très élégant visuellement quand on l'implémente, donc c'est toujours pratique de l'avoir par défaut. Et donc, j'obtiens le même résultat, mais en version streamée, où les lignes vont apparaître au fur et à mesure. Donc quelques heures plus tard, si je joue à ce jeu-là un certain temps, je vais obtenir un truc qui ressemble à ça, c'est-à-dire un graphe, et c'est-à-dire un graphe qui représente un agent. Alors, je suis très heureux qu'on raisonne par graphe dans le domaine de l'IA parce que c'est c'est plus intuitif pour l'humain quand même qu'une base de code éclatée. Donc ce que je vous montre là, par exemple, c'est un agent qui prend une entrée utilisateur, qui va utiliser un pattern de routage, c'est-à-dire qu'il va utiliser le LLM pour une prise de décision. Ça, c'est un apport majeur des LLM, hein. C'est-à-dire que GPT-3 a été introduit dans l'idée que, en gros, en lui montrant des exemples, il pouvait classer des choses, et prendre une décision, c'est classer en fait. Donc, avoir un classificateur général en machine learning, ça revient à avoir un outil qui peut prendre des décisions dans à peu près n'importe quel contexte si on lui parle. Et c'est ça qui débloque des capacités énormes chez les agents. Et il est connecté à des nœuds ou à d'autres agents, hein. On a eu un talk précédemment sur les architectures multi-agents par Adrien. Et du coup, par exemple, là, on a un agent chercheur qui va faire une recherche sur Internet. Ce n'est pas encore un chercheur doctorant, je pense. Un générateur de graphes, on ne sait pas. Et puis un nœud qui permet d'utiliser des outils aussi. Parce que notre agent, ce qui va être intéressant, c'est de le connecter au monde via l'utilisation d'outils et la possibilité de faire des choses, en fait, tout simplement, dans le monde réel. Donc on obtient un agent, le problème c'est que, voilà, et donc pour le définir, c'est indéfinissable, mais en gros c'est un LLM plus des trucs. Notre tricycle, c'est l'inverse d'un tricycle. C'est un avion, c'est une mobilette, c'est un tracteur, c'est quelque chose qu'on a construit autour d'un moteur LLM pour résoudre des problèmes plus intéressants. Par exemple, ça peut être des outils, une mémoire et un moteur de recherche sémantique, les fameux RAG, c'est ça. Branchez un LLM et un moteur de recherche, vous avez une forme d'agent en fait, finalement. Sauf que LangChain, ça va être un peu compliqué avec juste des chaînes, parce qu'avec des chaînes, c'est linéaire. Hein, donc pour faire un graphe avec des chaînes, c'est pas terrible. Donc LangChain, c'est plutôt la base pour parler au LLM. Si vous voulez aller plus loin, vous allez utiliser LangGraph, qui va agir comme un orchestrateur pour LangChain. Formellement, c'est un orchestrateur de workflow, en fait. Il peut être concurrent d'une solution comme Temporal, si vous faites de l'infrastructure, typiquement. Donc, LangChain, vous connectez au LLM, ça vous fait un nœud, et LangGraph, vous connectez les nœuds et ça vous fait un agent. Donc si je donne un exemple plus concret, je vous montre ici le code d'un agent d'explication et de génération de code qui utilise un pattern routeur. Donc j'installe ma librairie LangGraph et je vais d'abord définir l'état de mon agent. L'agent, c'est une application qui a un état, hein, généralement. Par exemple, là, c'est la requête utilisateur. Est-ce que c'est une requête de génération d'explication de code? Et la réponse. C'est un état assez simple avec plusieurs champs. Et je vais créer des nœuds, et les nœuds, c'est les fonctions qui font des choses. Et qui font des appels LLM, par exemple, qui peuvent utiliser LangChain. C'est dans un nœud qu'on utilise LangChain. Donc, par exemple, mon nœud d'explication,
il met à jour l'état en disant, bon, bah, c'est une requête d'explication du code. L'utilisateur veut qu'on explique un élément de code. Et il va simplement appeler mon LLM en lui disant, bah, explique-moi ce code. Il va voilà, lui donner le bon prompt pour lui dire, c'est une demande d'explication de code, réponds poliment, fais ci, fais ça. Et donc j'ai un deuxième node qui est de la génération de code, donc qui va avoir un prompt associé qui va être, bah, génère un code en respectant les contraintes de l'utilisateur, etc., etc., etc. Et ensuite, j'ai des arêtes entre les nœuds, c'est la prise de décision. Et donc, c'est ce fameux routeur de savoir, est-ce que là, l'utilisateur, il veut que je lui explique du code ou est-ce qu'il veut que je génère du code? Donc, c'est encore un LLM qui va prendre la décision. Je fais un appel en disant, est-ce que ce que l'utilisateur m'a entré, c'est une requête pour générer, pour expliquer du code? Réponds avec explain ou generate en un mot. Et si j'obtiens generate, ça va choisir le prochain nœud. Donc, c'est vraiment une prise de décision dans mon agent. Tout ça, ça donne un graphe. Donc, je construis un graphe en lui disant, tu démarres du début, tu vas pouvoir expliquer du code, tu vas pouvoir générer du code, tu vas prendre ta décision grâce à cet appel LLM que j'ai planifié. Je relis le tout, c'est les add edge ici. Je compile. Donc ça va me permettre d'avoir une exécution ultra performante parce que LangGraph est conçu sur un framework de Google qui s'appelle Pregel, qui a été présenté dans un papier de recherche. En théorie, ils peuvent gérer des milliards de nœuds. Ça ne sert pas à grand-chose pour les agents modernes. J'espère que vous ne créerez jamais dans votre vie des agents qui font 1 milliard de nœuds, mais en théorie, c'est fait pour la haute performance. En fait. C'est un framework synchrone, enfin, voilà, ça a été conçu quand même assez intelligemment. Et donc, je veux obtenir quelque chose comme ça, finalement, qui se comprend mieux visuellement. C'est-à-dire, j'ai une entrée, je démarre, je vais pouvoir choisir soit d'expliquer, soit de générer, et puis j'ai terminé. Et donc maintenant, je peux ici invoquer mon graphe. Donc c'est plus un appel d'LLM, c'est un agent qui va faire plusieurs appels LLM un peu complexes, prendre des décisions. Et je peux afficher le résultat. Donc par exemple, je lui ai dit, c'est quoi la fonction builder.compile en LangGraph, ça sert à quoi? Et donc le LLM a décidé que c'était une question de type explication. Je ne suis pas en train de lui demander de générer une fonction, donc premier appel LLM. Et donc, il va aller vers le nœud d'explication et il va me générer ce texte en me disant builder.compile, c'est une méthode qui fait blablabla avec un bout de documentation. Ce n'est pas encore un RAG, hein, donc c'est ce qu'il a, c'est ce que CodeStral connaît de la documentation LangGraph. Hein, je n'ai pas fait quelque chose de très élaboré. Mais voilà, vous avez les ingrédients pour faire quelque chose qui a une complexité en fait sans limite. Donc ce chef d'orchestre, il est un chef d'orchestre lui aussi. Parce qu'il y a un problème avec les LLM, c'est que c'est entièrement empirique. Ça marche parce que ça marche, parce qu'on l'a fait et qu'on a vu que ça marchait. Il n'y a pas de théorie vraiment derrière. Il y a une théorie sur l'entraînement. On sait qu'en les entraînant, on va avoir des bons résultats. Mais tout le reste, c'est empirique. On teste, on vérifie que ça marche, on fait un papier de recherche. Donc les chain of thought, React, machin, toutes les architectures de LLM, c'est un chercheur qui essaye, il prend un banc d'essai, il vérifie que ça marche, il publie un papier. La théorie est en train d'apparaître, par exemple, Anthropic qui est assez avancé là-dessus, ils font de la biologie de LLM. Mais le problème, c'est que c'est comme la biologie humaine, c'est pas du tout évident en fait. On ne sait pas exactement comment observer ce qui se passe dans la tête d'un LLM. Donc très concrètement, si on veut voir si un LLM marche, il faut regarder s'il marche. Et donc Langsmith, c'est une plateforme d'observabilité pour les LLM qui va garder en mémoire tous les appels de l'agent et vous donner une visibilité là-dessus. Donc quand j'appelle mon agent, ça génère ce qu'on appelle une trace LLM. Si vous faites de l'infrastructure cloud, c'est comme une trace cloud. Quand un appel, une requête passe par plein de services différents, ça vous fait une trace. C'est la même chose pour les LLM. Donc là, on voit que mon agent qui n'était pas bien compliqué, quand même, il est passé, donc c'est du LangGraph, ok. Il est passé par le nœud start. Channel write, c'est interne, c'est le fonctionnement interne de LangGraph. Il a décidé quel type de requête c'était, ça a généré un appel LLM à CodeStral. Il a compris que c'était une explication, il a refait un appel LLM pour obtenir l'explication. Et ensuite, pas d'outils, tout ça, et donc il a pu me donner la réponse. Et donc ça, c'est vital. C'est-à-dire, c'est plus comme en développement web où on peut tester après, par exemple, que l'application fonctionne bien, faire un peu les tests à la main. Sur un LLM, c'est inenvisageable parce qu'ils vont faire n'importe quoi, les utilisateurs vont taper n'importe quoi. Et ce que peut sortir un LLM est totalement imprévisible et à peu près infini. Il peut sortir tout et n'importe quoi sur n'importe quelle requête. Donc, hyper important d'observer. Et donc, LangChain vous offre une stack finalement complète. LangChain pour connecter au LLM, LangGraph pour créer un agent avec plusieurs appels LLM et Langsmith pour vérifier que ça n'explose pas. Et donc, tout ça, finalement, ça nous fait un nouveau métier
parce que quand on regarde bien, on peut quand même passer sa journée, voire sa vie, à apprendre à développer ces systèmes-là sans être machine learning engineer. On n'est que dans l'utilisation intelligente des LLM. Et donc finalement, on a ce nouveau métier de développeur LLM qui aujourd'hui est un peu trusté de mon expérience, ou en tout cas de ce que j'ai pu discuter. Je n'ai pas de chiffres à l'échelle du pays par exemple, plutôt trusté par des gens qui viennent de la data, des data analysts, data scientists, parce que c'est eux qui connaissent ces modèles de machine learning, mais qui, je pense, gagneraient à être connus des développeurs logiciels, parce que c'est plutôt du développement logiciel. C'est très proche du développement web. La seule différence, c'est qu'il y a plus de recherche, plus de théorie en fait derrière. Mais voilà, on est vraiment sur du génie logiciel pour produire ces systèmes intelligents et on va avoir besoin très probablement de beaucoup de développeurs LLM. Voilà, donc si vous voulez continuer à vous former, bon, bien sûr, vous pouvez passer chez LBKE, hein, ce sera avec plaisir. Mais vous avez aussi des ressources en ligne qui sont très bien faites, notamment la LangChain Academy, qui vous montre surtout des patterns avancés en fait, de création d'agents, donc vous avez pas mal de ressources comme ça. Et voilà, on peut demander, grâce à LangChain, un LLM de dire au revoir. Et c'est tout pour cette présentation.